Au sommaire de l'actualité de ce mardi 2 février, des cas de fraude épinglés à l'aéroport international de Ouagadougou sur les tests de dépistage de la Covid-19 pendant que le gouvernement renforce les dispositifs de suivi. Objectif, harmoniser les positions sur le choix des candidats aux élections à l'Union africaine. Le chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO était en session extraordinaire ce mardi. Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 19h30. Quelle ambiance autour des tests de la Covid-19 à Ouagadougou? Question d'intérêt car il y a trop de plaintes, surtout des voyageurs. Ce mardi, le nouveau ministre de la Santé est allé au constat. Le professeur Charlemagne Ouedraogo et son équipe ont visité quelques sites. Les dispositifs semblent être renforcés pour un meilleur suivi des opérations. Malgré tout, il y a quand même de nombreux cas de fraude signalés, de quoi faire entrer en jeu les autorités judiciaires. Le point de cette tournée avec Benjamin Kwame. Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, des agents de santé installés attendent leur ministre sous ce chapiteau dressé spécialement pour les services de dépistage de la Covid-19. Le professeur Charlemagne Ouedraogo circule entre les installations, encourage et félicite les agents qui participent à la riposte contre la Covid-19. Il vérifie aussi les points de prélèvement, le matériel et s'assure du bon déroulement des tests. Tout semble disponible et fonctionnel. Les patients arrivant à Yalgado doivent impérativement passer sur ce site avant de regagner un service demandé. Tout ce que nous allons constater que c'est des cas suspects. Voilà, nous on procède à leur prélèvement. Voilà, au cas où c'est positif, voilà, ces malades seront isolés. À l'aéroport international de Ouagadougou, même exercice. Voilà. Nous avons voulu apporter des améliorations. Comme vous voyez au niveau de l'aéroport, l'offre de service est passée 24 heures sur 24. Et tous les voyageurs peuvent accéder à leurs résultats sur la plateforme électronique. Et ça, ce sont des améliorations. Et ce qui évite donc les goulots d'étranglement et l'attroupement au niveau donc du site de l'aérogare. Ici, pour les constats d'usage, Charlemagne Ouedraogo est accompagné par Vincent Dabilgou, son homologue des transports. On note à ce niveau 10 postes d'enrôlement des voyageurs. Et une fois que le voyageur en fait est rentré dans la salle de perception, il s'est acquitté de son frais de réalisation de la PCR. Il est invité à regagner en fait l'espace d'investigation. Ça, c'est au niveau que nous avons une dizaine d'agents qui jouent le rôle en fait d'opérateurs de saisie. Il faut noter qu'avant, on était à 5 postes et aujourd'hui, on compte une dizaine de postes. Pour les voyageurs, les résultats des tests peuvent être disponibles en 24 ou 48 heures, nous confie Dr Traoré. Malgré cet état de fait, des cas de fraude sont signalés. 12 voyageurs ont été épinglés pour cas de fraude sur le test Covid grâce à cet appareil. Ces cas de fraude ont été donc portés à la connaissance du procureur du FASO qui actuellement est en train de faire son travail. Une fois que ces personnes sont épinglées, le procureur et son dispositif sont informés et il leur reste maintenant, il leur appartient de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et même ce matin, une personne a été interpellée. Cette pratique qui peut être dangereuse pour de nombreuses personnes. Une invite est ainsi lancée à l'endroit des voyageurs. Aux voyageurs de ne pas passer par de courts chemins pour obtenir des résultats frauduleux, mais de se présenter au niveau des différents points que nous avons visités ce matin. Vous avez vu au niveau de l'aéroport, le dispositif permet d'offrir 500 tests par jour. Et nous avons en moyenne 150. Donc ce n'est pas saturé. Nous demandons aux personnes de se déplacer simplement et de venir faire le test au niveau de l'aéroport. Charlemagne Ouedraogo et Vincent Dabilgou au terme de cette visite au centre médical urbain de la Padoa et après échange avec les agents, rassurent que les moyens techniques seront déployés davantage pour améliorer les gaps à combler. Le chef d'État de la CEDEAO prépare les futures élections à l'Union africaine. L'institution panafricaine va renouveler ses instances. Les pays d'Afrique de l'Ouest veulent harmoniser leur position sur le choix des hommes à placer à la tête de l'Union africaine. Les chefs d'État étaient en session extraordinaire ce mardi. Le point avec le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari. Il est principalement question d'harmoniser les candidatures de la CEDEAO. L'idée est de faire comme il y a 5 ans, que la CEDEAO, des pays de la CEDEAO ne se retrouvent pas en compétition pour des postes au niveau de l'Union africaine.
à la fin donc, des échanges, les chefs d'État ont pu donc harmoniser leur position sur la base d'un esprit donc, de solidarité. Donc on peut considérer que les chefs d'État sont tombés d'accord pour le pays qui va occuper la prochaine présidence en exercice de l'Union africaine, puisque vous savez, la présidence en exercice de l'Union africaine tourne au niveau des différentes régions de l'Afrique. Et en 2022-2023, ce sera le tour de l'Afrique de l'Ouest. Et il était important que l'Afrique de l'Ouest s'entende sur qui va occuper donc, ce poste de la présidence en exercice de l'Union africaine. Il y avait une autre question à l'ordre du jour qui concernait les réformes institutionnelles de la Commission. C'est le débat que vous connaissez, qui est un débat ancien. La CEDEAO, c'est 15 États et c'est 15 commissaires, chaque commissaire représentant un État. Le débat, c'est que pour une question de rationalisation des budgets, il faut ramener ce nombre-là, il faut le réduire ou pas. Donc la question avait fait rage il y a quelques années et elle est revenue encore sur la table. Et donc, il s'agissait de voir si, quelles réformes on va faire pour que le budget de la CEDEAO soit soutenable donc, pour les activités d'intégration. Mais ici, on ne peut pas dire qu'il y a une conclusion. Il y a un travail qui va se faire, qui va continuer avec le président en exercice qui va proposer des schémas permettant donc de réduire donc, les budgets, notamment en termes de dépenses au niveau donc, de notre institution commune. La CEDEAO a décidé donc de mettre en premier plan le poste de commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Comme vous savez, il y a eu des réformes au niveau de la CEDEAO. Il y avait avant un commissaire aux affaires politiques qui était occupé par notre sœur Minata Samaté et un poste de commissaire paix et sécurité qui était occupé par l'Algérien Ismaël Chergui. Donc désormais, nous avons un poste de commission affaires politiques, paix et sécurité. Et donc, la CEDEAO a décidé de privilégier donc, ce poste-là comme objectif donc, principal. Et c'est le candidat du Nigeria qui a été retenu par la CEDEAO pour représenter donc, l'Afrique de l'Ouest donc, à ce niveau-là. Le deuxième poste va revenir au Burkina Faso et on verra en fonction du poste qui va se dégager. Le Burkina aura à présenter un candidat ou une candidate donc, à ce poste-là qui va revenir au Burkina Faso. La présidence de l'Union africaine, comme vous le savez, il y a pratiquement un consensus au niveau continental autour de la candidature sortante du Tchadien Moussa Mahamat Faki. Et la CEDEAO, déjà, lors du sommet de Niamey, avait décidé de soutenir cette candidature. Aujourd'hui encore, donc, cette position a été réaffirmée, donc, de soutenir la candidature de Moussa Faki. La diplomatie se mène aussi à l'interne pour réconcilier les Burkinabés. Et ça, c'est la mission de Zéphirin Diabré. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale poursuit ses concertations. Ce mardi, il a reçu le collège de dialogue et de médiation pour la paix dans le Gourma, la région de l'Est en proie depuis quelques années à des attaques terroristes et à des problèmes de cohésion sociale. Archimède Boy. Depuis 5 années, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes. Parmi les régions fortement éprouvées, figure celle de l'Est. Face au tissu social fragilisé par la montée de l'extrémisme violent dans cette partie du pays, des acteurs de la société civile se sont retrouvés pour recoller les morceaux. Il s'agit du collège de dialogue et de médiation pour la paix dans le Gourma. Ce 2 février, ce collège rencontre Zéphirin Diabré. Cette organisation remet au ministre en charge de la cohésion sociale un rapport
sur l'impact de cette crise dans la région de l'Est. Ce rapport se consiste d'abord à expliquer le contexte dans lequel nous avons vécu depuis quelques années, la douleur des différentes familles, les pertes humaines, les déplacés dans cette région-là. Et ce qu'on avait d'antan, on en a perdu. Et il faut repartir, reconquérir cela, centimètre par centimètre. C'est possible de reconquérir la paix sociale. C'est par rapport à ça que nous sommes venus. Et il y a des pistes, il y a des missions qui ont été données, il y a des déclarations qui ont été données. Notamment, tous, sans exception, veulent la paix. Chacun en a assez de cette situation-là. Chacun veut collaborer avec l'autre, malgré les difficultés vécues, veut collaborer pour atteindre cette paix-là. Et chacun est disposé à marcher avec les uns les autres, tant au niveau coutumier que religieux, des différentes communautés. Il y a cette ouverture-là de paix que Dieu nous a donnée et il faut profiter de cet instant au maximum pour établir cette paix-là. Mise en place en juillet 2020, le Collège de dialogue et de médiation pour la paix dans le Gouma affirme avoir le soutien du département de Zéphirin-Diabré pour un retour de la paix sociale dans l'Est. Crise sécuritaire, crise de développement et conflits communautaires, leur résolution, l'ONG Terre des Hommes en fait une mission avec ses partenaires. Elle a initié 2 projets dans la région de la Bouc du Moun. Développement et humanitaire, ce sont les 2 axes. Il s'agit de renforcer la résilience des communautés et de promouvoir la cohésion sociale. On retrouve Archimède Boy pour plus de détails. Le programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel progresse. Et le projet de renforcement de la résilience des personnes à risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle suite à la COVID-19, Top-Up Passanade. 2 projets lancés par l'ONG Terre des Hommes et ses partenaires dans la région de la Bouc du Moun. Ils visent à améliorer les conditions de vie, la résilience à l'insécurité alimentaire et faire face aux conflits et à la cohésion sociale des populations vulnérables dans les régions les plus fragiles des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso est une zone où il y a certaines provinces qui sont font vraiment face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et aussi avec la crise que nous connaissons depuis 2019, voilà, nous avons les zones transfrontalières au niveau du Burkina Faso où la cohésion sociale et la gestion des conflits communautaires, intercommunautaires, voilà, deviennent un défi. Donc c'est tout ça qui a amené au programme, à l'élaboration du programme. Pour le gouverneur de la région de la Bouc du Moun, ces 2 actions constituent une bouffée d'oxygène pour les communautés bénéficiaires. Et je crois que ça va certainement améliorer le quotidien donc, de nos populations. Et c'est pour cette raison que je lance un appel, afin que l'ensemble des parties prenantes accueillent ces projets et s'approprient, n'est-ce pas, donc, ces 2 projets qui sont venus pour les aider à faire en sorte donc de ne pas être d'éternels assistés. Sur une période de 4 années, la mise en œuvre de ces programmes financés par l'Union européenne touchera précisément les provinces de la Banwa, de la Kossi, du Moun et du Sourou. Dans le chapitre politique, les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans les Banwa sont heureux car leur leader Boubacar Sanou est élu député à l'Assemblée nationale. Dans la commune rurale de Kouka, ils ont fêté l'événement, convaincus que leur voix va désormais résonner au plus haut niveau. Soto Justin Damiré. Ils sont sortis nombreux, les militants CDP de la province des Bawa et en particulier ceux de la commune de Kouka pour manifester leur joie et exprimer leur reconnaissance à Boubacar Sanou, élu député à l'Assemblée nationale. Une reconnaissance que le député Boubacar Sanou a aussi exprimée à ses militants qu'il invite à la cohésion et à la mobilisation des troupes. C'est pour leur exprimer toute ma joie et de ma part également cette reconnaissance réciproque donc, que ces populations-là ont placé en moi, cette confiance renouvelée donc qu'elles ont placée en moi et me permettant de pouvoir renouveler pour une seconde fois donc mon mandat à l'Assemblée nationale. Nous avons lancé donc un message d'appel à la mobilisation des troupes, d'appel à l'apaisement et à la cohésion
tel que donc voulu par les premiers responsables de notre parti et par les premiers responsables de ces pays, et afin que cette échéance-là, nous puissions l'aborder donc dans la sérénité. Et à notre niveau, nous espérons bien que les résultats, une fois de plus, nous seront très favorables. Cette manifestation de joie et de reconnaissance est saluée par le bureau exécutif national du CDP. Une délégation conduite par Marie-Achille Tapsoba était présente pour féliciter les militants du parti pour le choix porté sur Boubacar Sanou. C'est en tant que représentant du président Edi Kongwebo, président du parti, qui m'a dépêché pour soutenir l'initiative des militants des Bawa et pour saluer l'élection, la brillante élection de Sanou Aboubakar, membre du bureau exécutif national, et pour lui témoigner tout notre soutien et me joindre à lui pour remercier les populations de Bawa, les militants du CDP, et leur dire que nous comptons encore sur eux pour les prochains défis et pour des victoires à venir. Le CDP est arrivé deuxième à l'élection présidentielle de novembre 2020 et a obtenu 20 députés aux législatives, ce qui fait de son président Edi Kombeogo le nouveau chef de file de l'opposition politique. Un avis que le parti de l'ex-président Blaise Compaoré conduit pour le moment seul au regard de la vague de partis politiques qui ont déjà migré vers la majorité présidentielle. Non, nous ne naviguons pas seuls. Pour l'instant, les troupes ne se sont pas déclarées, mais ça ne saurait tarder. Mais nous avons déjà des partenaires dans l'opposition et nous pensons que ce n'est pas en tant que tel le nombre qui fait la force. C'est la qualité, la détermination et surtout le fait que constitutionnellement, nous avons un rôle à jouer et nous espérons qu'avec tous les partis politiques qui vont nous rejoindre au niveau de chef de file d'opposition, nous pourrons, dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation, conjuguer les efforts pour que nous puissions jouer ce rôle constitutionnel avec beaucoup de réussite. Mais en attendant l'arrivée d'autres forces politiques pour mener à bien le navire CEFOP, le CDP peut compter sur ses militants de la province des Bawa, engagés, disent-ils, à poursuivre la mobilisation en vue d'engranger d'autres victoires pour le parti lors des échéances électorales prochaines. Économie avec un secteur qui emploie près de 4 millions de Burkinabés, mais qui est obligé de faire face à des difficultés diverses liées à son manque d'organisation. Il s'agit du sous-secteur minier. Ces acteurs étaient en assemblée générale extraordinaire ce matin pour examiner le problème de l'exploitation minière artisanale au Burkina Faso. Le souci, c'est surtout au niveau de l'écoulement du produit et la BENAF. La Brigade nationale antifraude de l'or est pointée du doigt par les artisans miniers. Rémi Lambé-Nébi. En se penchant sur les difficultés de leur secteur d'activité au cours de cette Assemblée générale extraordinaire, les artisans miniers du Burkina ont à cœur une préoccupation principale, exposer aux autorités gouvernementales les mille et une difficultés qu'ils rencontrent dans la commercialisation de l'or. Ils disent faire l'objet du contrôle injustifié de la part de la BENAF, la Brigade nationale antifraude de l'or. Depuis en 2016, jusqu'à aujourd'hui, les acteurs ont des difficultés avec la BENAF parce qu'il y a des textes qui traumatisent vraiment les acteurs et qui le rendent de perte des moyens financiers. Lié à manque d'organisation, l'application de ces textes-là cause beaucoup de problèmes à notre secteur. Et depuis des années, on a travaillé pour vraiment pour qu'ils nous écoutent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu l'écoute. Donc c'est pour cela qu'on a appelé tout ce monde-là de 45 provinces pour qu'on se réunisse, pour échanger avec le gouvernement, pour qu'ils essaient de travailler, pour qu'on trouve la solution. Parce qu'on dit que celui qui est dans le toit, qui sait l'eau coule. Donc nous sommes dans le secteur, près de 30 et quelques années, on connaît la réalité du terrain, mais nous avons constaté que plusieurs années, l'administration a fui sa responsabilité envers nous. L'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina et le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina réclament une relecture des textes avec leur implication. Une requête pour laquelle le ministre des Mines se dit favorable. Les textes sont déjà en relecture, mais nous allons le faire aussi en écoutant leurs recommandations. Et je pense que déjà nous avons une équipe qui est en train de travailler sur la relecture des textes. Et très bientôt vous allez voir donc les résultats. Mais nous allons aussi les écouter. Parce que ce sont les premiers acteurs sur le terrain et je pense que nous leur avons demandé, une fois qu'ils vont avoir les recommandations, qu'ils viennent avec nous, on va s'asseoir
on va discuter et on va trouver les solutions. Plus de 3 millions de Burkinabés ont pour principale activité l'exploitation artisanale de l'or. Et selon l'enquête de l'INST, en 2016, le sous-secteur de l'artisanat minier a produit 9,5 tonnes d'or qui a généré plus de 232 milliards de francs CFA. Lui est sportif en fin de carrière et il veut rejoindre le monde des affaires. Et là, il faut s'inspirer des modèles de réussite. L'ancien footballeur international burkinabé Aristide Bansi est allé hier à l'école de l'homme d'affaires Lassine Diawara. Quand deux modèles de parcours se rencontrent, c'est un sujet d'Arsène Konitamde. Aristide Bansi a pendant plusieurs années porté haut les couleurs du Burkina Faso sur les terrains de football. À 36 ans, il a définitivement raccroché les crampons et pris part à sa reconversion. Dans les bureaux de l'homme d'affaires Lassine Diawara, le néo-retraité vient pour s'inspirer du vécu d'un serial entrepreneur à succès. Un leader inspirant dont le parcours pourrait faire des émules auprès de l'ancien numéro 15 des étalons. Quand on parle dans le monde des affaires, il est connu, c'est un exemple aussi pour la jeunesse burkinabé. Voilà, donc moi, en tant qu'ancien footballeur, voilà, c'est-à-dire j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'est depuis longtemps que je devrais passer ici. Voilà, c'est un grand frère, on suit les pas. Voilà, même j'ai envie de rester toujours dans le football pour faire quelque chose dans le football. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, enseigner aussi aux jeunes. Voilà, donc on a toujours besoin de ces bénédictions. De son côté, Lassine Diawara se réjouit que son parcours et ses succès inspirent des jeunes qui ont déjà beaucoup apporté à la nation. Il dit être disponible pour accompagner l'ancien attaquant des étalons à réussir sa reconversion. Moi, en tant qu'entrepreneur, homme d'affaires, je lui dis que le football, quelque part, à ce stade, quand on a fini sur les terrains, le côté business peut commencer, mais dans le sens noble du terme. Alors, donc, je le vois venir comme quelqu'un qui va aider, appuyer le sport et partager son expérience avec les jeunes du Burkina. Et là-dessus, nous ne ménagerons aucun effort pour lui donner des conseils appropriés pour que cette suite de carrière soit un grand succès. Le temps de cet entretien, l'ancien joueur de l'ASEC d'Abidjan, de l'USFA et de Osbourg en Allemagne offre un maillot floqué à son hôte du jour. Un geste en guise de remerciement pour toute sa disponibilité et pour ses précieux conseils. Voilà, tout en culture pour boucler cette édition. Un engagement féminin à Ouagadougou depuis 4 semaines. C'est une dizaine de femmes venues de 8 pays africains qui se retrouvent dans la capitale burkinabé pour mettre la condition féminine en question. Et c'est dans un dialogue de corps au centre de développement chorégraphique, la Termitière. Restitution sous le regard de Justin Amonto. J'aimerais qu'on arrête de voir les femmes uniquement pour leurs atouts corporels, parce que même ça, c'est éphémère. J'aimerais qu'on voit les femmes d'abord parce que ce sont des êtres humains, que ce sont des êtres capables de penser et que nous avons beaucoup à apporter à la construction d'un monde meilleur. Le meilleur, c'est l'existence de la femme dans le monde de la danse. Cette prestation est le résultat de 4 semaines d'ateliers de danse organisés au profit de ces jeunes filles, engagées pour valoriser le secteur de la danse contemporaine. On avait envie cette année qu'en tout cas, elle travaille du texte, aussi comment le danseur peut à la fois parler avec son corps, mais aussi avec la voix. J'ai peur. Je ne veux pas finir comme elle, comme toutes ces femmes. Elles sont une dizaine venues de 8 pays africains. Différentes cultures pour un engagement féminin à travers la danse. Moi, je le téléphone. Mon absence commence à se faire sentir. Sur cette danse des chasseurs, elles mettent la force au-dessus de la peur à travers des mouvements stratégiques. Il y a beaucoup de mouvements là-dedans et beaucoup de déplacements qui pourra les aider après à retravailler ces danses, donner d'autres langages qui n'est plus la danse traditionnelle.
lancé et je viens de le présenter ce soir. C'était une belle expérience parce qu'il n'y avait pas que la danse dans nos ateliers, il y avait l'administration culturelle, il y avait le jeu d'acteurs et tout ça, en fait, ça enrichit nos connaissances. Et c'était vraiment époustouflant, c'était vraiment merveilleux. Je ne connaissais pas le Burkina, je ne connaissais pas l'engagement féminin, je ne connaissais pas le CDC. Et là, je suis venue ici et j'ai passé un très bon moment, une très bonne formation avec les autres filles danseuses qui sont ici, qui sont venues un peu partout dans le monde, dans l'Afrique. On a fait des échanges. Nous sommes dit que créer un cadre qui soutiendrait ou donnerait en tout cas l'opportunité à celles qui ont envie de s'engager durablement peut peut-être un peu corriger cette faible présence, en tout cas que la gente féminine participe pleinement aussi à l'écriture des danses. Pour ces filles, malgré la pandémie à coronavirus dans le monde, l'Afrique doit demeurer un continent riche en culture et en valeurs féminines. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain.